want to talk today about Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité utilisable par des personnes ordinaires, tout particulièrement les relations entre la question concernant l'utilisabilité et les moyens pour isoler des programmes informatiques d'attaques malicieuses qui a été traité d'une manière pragmatique et détaillée au cours de la dernière heure. Quelques mots tout d'abord concernant l'utilisabilité de la sécurité. Tous ceux qui avaient eu un contact avec la sécurité informatique pour les utilisateurs ordinaires, vous serez d'accord pour me dire, avec moi, pour dire que c'est très instable. On travaille dans le domaine depuis 1960 et on n'a fait aucun progrès. Je dirais que sur le plan technique, les choses ne sont pas meilleures qu'au milieu des années 60. Nous avons appris pas mal sur comment se défendre, mais les attaquants ont appris à attaquer encore mieux. Et dans l'ensemble, nous sommes moins bien parce que tout au moins en 1960, les attaquants ne se trouvaient pas au Kazakhstan, alors que c'est le cas aujourd'hui. De manière plus précise, les utilisateurs sont mal placés, ne savent pas réellement. Vous savez, il n'y a pas une bonne façon de voir la sécurité informatique et l'expérience qu'on leur offre est très mauvaise. On leur offre de nombreuses options où l'utilisateur peut dire est-ce que je devrais faire X ou pas. Mais ce que l'on apprend après un peu d'expérience, c'est que la bonne chose à faire, c'est toujours de cliquer sur OK, c'est-à-dire que tous les avis qu'on donne aux utilisateurs pour essayer de les protéger, eh bien, ne fonctionnent pas parce que l'utilisateur clique toujours sur OK. On m'a expliqué hier soir que lui, par exemple, ne clique pas toujours sur OK, mais c'est très peu habituel. Par exemple, le contrôle de compte utilisateur dans Vista, Windows 7, les certificats clients pour SSL, la signature des emails, tout cela existe depuis des années, personne ne s'en sert. Et plus le système est sûr, moins c'est utilisable dans notre expérience. En fait, les gens veulent faire des choses, ne veulent pas jouer avec la sécurité. Donc, généralement, les gens désactivent la sécurité qui les embête, et c'est largement le cas. Cela pour de nombreuses raisons, mais une des raisons, c'est que ceux qui travaillent dans le domaine de la sécurité souvent souhaitent que les choses soient parfaites. En principe, on sait exactement ce que l'ordinateur fait à chaque fois que l'ordinateur exécute une instruction. Selon eux, on devrait pouvoir construire un système informatique où on comprend chaque détail de l'exécution suffisamment bien pour pouvoir assurer la sécurité. Malheureusement, cela ne fonctionne pas dans la vie réelle. En principe, on sait exactement ce que fait un ordinateur qui fait fonctionner Windows ou Linux, mais en fait, l'ordinateur exécute 50 ou 100 millions de lignes de code et on ne comprend pas ce que fait ce code. Personne ne le comprend. Il y a d'autres facteurs. Souvent, je vois la facteur comme étant tel qu'on regarde le système et on se dit il faut m'inquiéter de ceci, cela. On regarde une partie de manière plus détaillée et on découvre qu'il faut s'inquiéter de ceci et cela aussi. On regarde de manière plus détaillée, on découvre la même chose encore. Jusqu'au point où on arrive enfin, ça continue sans cesse. Sans espoir donc de pouvoir tout comprendre. Il y a toujours des préoccupations plus importantes ailleurs. Il y a un livre tout à fait passionnant par Kevin Mitnick qui a été mis en prison pendant quelques années pour le fait d'avoir réalisé des crimes de violation de systèmes de sécurité. Et il a écrit un livre une fois qu'il a quitté la prison, qui s'appelle L'art de la déception. Il ne s'agit pas des détails techniques de la sécurité technique, mais il s'agit plutôt de comment convaincre les personnes qui contrôlent des ordinateurs de faire des choses vous permettant d'entrer. Et dans le chapitre 16, il dresse une liste des choses que vous devez faire. Si vous êtes responsable pour la sécurité d'une PME. Et j'ai trouvé ce chapitre absolument terrifiant. Parce que
D'un côté, tout ce qu'elle a dit qu'il fallait faire était appuyé par un exemple de ce qui se passerait si on ne le faisait pas. Et c'était très convaincant pour moi. D'un autre côté, si vous faites toutes ces choses, votre organisation ne pourra même pas travailler. Donc, ce n'est pas une situation favorable. Le mieux est l'ennemi du bien. Les experts de sécurité veulent toujours plus d'options parce qu'ils peuvent toujours penser à d'autres hypothèses. Il faut avoir plus de défense parce qu'il y a toujours une autre menace plausible. Les utilisateurs veulent simplement faire le travail. Donc, leur réaction toute simple consiste à ne pas prendre en considération la sécurité autant que pour faire se peut. Et si on renforce la sécurité pour les obliger à le faire, eh bien, ils vont travailler moins. Et ce n'est pas une situation très stable. Donc, la sécurité, effectivement, pose véritablement problème. Une autre raison pour laquelle la sécurité utilisable est si mal placée actuellement, c'est lié à l'aspect économique. La sécurité, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Il n'est pas vrai que votre système soit sécurisé ou non. Il s'agit de la gestion de risque. Il y a des avantages du fait d'avoir un système qui est plus sécurisé. Et il y a aussi un coût. Un bon exemple, par exemple, concerne l'utilisation de cartes de crédit. Cela fait partie du modèle économique des compagnies de cartes de crédit de savoir qu'il y aura un certain nombre de fraudes. Et on peut ajuster le nombre de cas de fraude dans une certaine mesure en intégrant des technologies comme les cartes à puce avec le numéro d'identification personnelle. Mais tout cela comporte un coût. Le fait de faire des cartes plus complexes et le coût et les problèmes pour l'utilisateur. Et les cas de crédit reconnaissent qu'il vaut mieux avoir moins de fraude, mais il vaudrait mieux effectivement que les cas de crédit soient utilisés davantage. C'est une situation très simple et ils peuvent effectivement l'optimiser. Une sécurité trop renforcée devient généralement pas de sécurité. Les experts de sécurité souvent se plaignent du fait que les utilisateurs ne sont pas conscients de l'importance de la sécurité. Ils choisissent des mots de passe qui sont faciles à deviner. Ils cliquent sur OK alors qu'il y a des avis. Mais les utilisateurs se comportent de manière stupide, disent les experts. Mais je pense que les utilisateurs font exactement ce qu'il faut. Parce que le coût de mieux faire compte tenu du système construit aujourd'hui, le coût pour l'utilisateur est très élevé et les avantages sont très réduits pour les utilisateurs. En principe, ce sont des choses terribles qui peuvent se produire sur votre ordinateur ou l'ordinateur de votre société, mais en fait, cela ne se produit pas si souvent que cela. Du point de vue des sociétés telles que Microsoft, des fournisseurs, ils n'ont rien à gagner avec la sécurité utilisable. Microsoft a toutes les raisons de ne pas apparaître sur la première page du journal avec un gros titre qui dit « Des failles de sécurité trouvées dans Internet Explorer 7 ». C'est mauvais. Et on a dépassé des centaines de milliers de dollars par an pour empêcher que cela ne se produise. C'est à peu près tout ce qui nous compte pour nous. Que la sécurité soit utilisable ou pas, ce n'est pas important pour nous. Et on le voit clairement dans notre travail et le système que nous livrons. Ce transparent ne devrait pas être là, en fait. Mais je pense que c'est utile de dresser une liste courte de ce qui a marché dans le domaine de la sécurité. Bien marché, c'est-à-dire largement adopté de manière raisonnable, avec une contribution remarquable. SSL, pour authentifier Amazon.com et autres, a bien réussi. Les mots de passe ont bien réussi. Les pare-feux, quelque peu. Les deux derniers points sont internes, uniquement pour les développeurs. Le cycle de vie de la sécurité, qui est en fait une manière systématique d'essayer de retirer des bugs de sécurité dans vos codes avant de les livrer, et les langages sécurisés dont on a traité tout à l'heure. Il y a deux points en commun. D'un côté, peu d'exigences au niveau de l'utilisateur, des exigences minimales même. Et tout ce qu'ils font, c'est simplement dans le domaine des développeurs. Et même les développeurs ne se préoccupent pas de ces questions. Le fait même
que cela a réussi, c'est une preuve très convaincante du fait que on ne réussira dans le domaine de la sécurité uniquement si la sécurité est quasiment invisible pour l'utilisateur ou pour le développeur. Et maintenant, un peu du contexte technique. Je suis sûr que vous connaissez déjà ces points, si vous avez déjà assisté au cours. Mais il faudrait savoir que c'est un résumé assez concis de l'histoire technique de la sécurité. Il s'agit du secret. Qui le connaît, l'intégrité? Qui peut le changer? Qui peut la changer? La disponibilité, je n'en parlerai pas. Est-ce que cela continue à fonctionner? Et la responsabilité. En cas de problème, qui est responsable? Données privées, je n'en parlerai pas. C'est trop confus. J'aime souvent dire que la sécurité comporte deux aspects, la politique et les bugs. La politique, il s'agit des règles que vous ou votre organisation souhaitez imposer pour savoir comment les données devraient être utilisées. Et les bugs, c'est une façon d'éviter les politiques énoncées. Je pense que Martine a parlé essentiellement des bugs ce matin de manière très détaillée. Donc, c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a ces deux aspects qui se produisent. La politique dont les administrateurs et les utilisateurs ont besoin pour pouvoir exprimer ou comprendre comment la sécurité doit être réalisée. Et l'attaquant veut trouver le moyen de le contourner. Une façon directe, c'est s'il y avait une erreur de politique, une politique erronée. L'utilisateur aurait une idée de ce qu'il voudrait comme politique, mais quand il l'exprime à l'ordinateur, ils ne disent pas ce qu'ils pensent savoir dire. Un aspect important de la sécurité qui n'a rien à voir aux aspects fonctionnels que se trouvaient sur le transparent précédent concerne l'assurance dans le domaine de la sécurité. Comme avec d'autres systèmes de sécurité, souvent on aime bien inventer des noms particuliers. Dans le monde des langages de programmation, l'assurance, c'est la correction. Et dans la sécurité, c'est de l'assurance. C'est le système de faire ce qu'il doit faire. Il y a deux aspects à cela, comme il y a deux aspects pour la sécurité dans son ensemble. Il y a l'aspect politique, c'est-à-dire que les paramètres de l'ordinateur sont tout à fait conformes aux intentions de l'utilisateur. Et il y a l'aspect bug, c'est-à-dire vous voudriez être sûr qu'il n'y a aucun moyen pour quelqu'un de contourner la politique. Ce que vous devez faire pour ce qui est de l'assurance dépend du modèle de menace, c'est-à-dire ce que vous pensez que l'adversaire pourrait faire. Il est important de reconnaître le fait que ce n'est pas une valeur absolue. Le modèle de menace dépend de l'adversaire. Il y a toute une gamme. Un adversaire peu sophistiqué peut simplement déployer ou utiliser des outils qu'ils peuvent télécharger sur Internet. De l'autre côté, vous avez des systèmes des agences de renseignement à l'échelle nationale avec des attaques assez sophistiquées comme l'attaque Stuxnet récemment sur le centre iranien, sur les centrifuges pour l'uranium. Il s'agissait d'exploiter 4 différentes failles qui n'étaient pas connues publiquement. Et beaucoup d'intelligence pour éviter que cette tâche soit découverte trop rapidement. Donc voilà pour le contexte. De manière plus détaillée, voici le modèle classique pour la sécurité informatique, le modèle de contrôle d'accès, soi-disant, qui a déjà été traité, il me semble. Donc en fait, il y a quelques sources de requêtes qui sont orientées vers un objet, un email, un fichier, un objet physique contrôlé par un ordinateur comme une usine électrique ou comme un missile. Et entre les deux, entre la source de la requête et l'objet, vous mettez un gardien qui doit mettre en œuvre la politique. Et autour de tout le système, vous mettez une limite d'isolation. Et je vais me focaliser sur ce point aujourd'hui. L'autre aspect important
Ce contexte, c'est que tout ce qui passe par le gardien est enregistré dans un journal d'audit. Et donc, par la suite, vous pouvez regarder et savoir quelles requêtes ont été acceptées par le gardien et soit remédier à des bugs ou changer la politique si vous trouvez qu'il y a des choses qui se produisent de manière inattendue. Donc, voilà l'image globale. C'est assez courant de diviser le travail qui est fait sur cette chaîne en deux parties. La partie d'authentification pour déterminer qui fait une requête et l'autorisation de l'autre côté pour déterminer si cette source de requête se soit, disons, principale à l'autorisation requise pour faire telle ou telle intervention. Et en bas, on se trouve une forme de hôte qui est en train de... C'est la machine qui fait tout ceci. Au niveau le plus bas, la hôte, c'est un matériel avec de l'électronique et des câbles, avec plusieurs niveaux d'abstraction par-dessus. J'en parlerai aussi de manière détaillée un peu plus tard. Mais il faut savoir qu'il y a un modèle duel pour la sécurité, le soi-disant modèle de flux d'informations. Et si vous comparez cette image avec l'autre image qui se trouve ici en bas, vous allez voir la dualité. Il y a la même politique de limite d'isolation, le journal d'audit, mais si toutes les données sont labellisées avec un label de sécurité, et le gardien doit déterminer si on peut transmettre les informations à tel agent. Tout est le même, simplement c'est réfléchi. Je ne parlerai donc plus du modèle de flux d'informations. Andrew Myers, on a parlé il y a une semaine ou deux. Et souvent, c'est une façon plus attrayante de décrire la politique plutôt que le modèle de contrôle d'accès. Mais on peut voir dans cette image que la plupart des questions vont être les mêmes en raison de la dualité même. Donc, dans le contrôle d'accès, il y a ce que j'appelle l'étalon or, parce que tout commence avec AU pour le contrôle d'accès, Access Control. L'authentification pour savoir qui a fait la requête. Généralement, c'est une personne, mais on peut aussi avoir une voie de communication des serveurs, des programmes particuliers. L'autorisation, en qui a-t-on confiance pour faire quelque chose avec une ressource? Et un système va organiser des groupes de principaux ou de ressources pour simplifier la gestion, pour ne pas aller dans les détails, pour préciser qui a le droit de faire quoi. Et ensuite, l'audit qui vous dit qui a fait quoi et quand. Mais quand quelque chose va mal, et c'est très probablement le cas, on peut regarder en arrière pour regarder ce qu'il s'est passé et même prendre des actions correctives après coup. C'est très important d'ailleurs, soit dit en passant, pour les systèmes financiers. Généralement, on pense que la sécurité des banques et des bourses est fondée sur le fait qu'il y a beaucoup de contrôle d'accès organisé soigneusement, mais ce n'est pas le cas. La sécurité des systèmes financiers dépend largement du fait que toute opération peut être défaite après coup. Et une opération qui ne peut pas être défaite, très peu, doivent être gérées de manière beaucoup plus détaillée, avec beaucoup plus de soin. Donc, authentification, l'autorisation et l'audit. Quand on pense à la sécurité, en termes de verrouillage, on pense à l'authentification, l'autorisation. Pour ce qui est de prévenir, il faut penser à l'authentification et l'audit pour savoir qui a fait telle ou telle chose, plutôt que d'empêcher que cela se passe. Ce qui nous amène à l'autre point. Il me semble que dans le vrai monde, la sécurité, ce n'est pas une question de verrou, mais d'empêcher. Si quelqu'un n'entre pas chez vous, ce n'est pas parce que le voleur ne peut pas faire sauter la porte ou passer par une fenêtre. Le verrou à la porte, c'est simplement pour dire clairement qu'il ne doit pas le faire.
Et pour mettre en place une barrière, la raison principale pour laquelle on ne cambriole pas votre maison, ce n'est pas à cause de verrous sur la porte, mais la probabilité que la personne soit mise en prison est faible, mais cela suffit pour que ce ne soit pas très économique. Si ce n'est pas le cas, il y aura beaucoup plus de cambriolage. Le problème avec l'Internet, c'est qu'on ne peut pas trouver les mauvais, donc on ne peut pas les punir. C'est assez sérieux d'ailleurs, parce que cela détruit tout le modèle qui fait fonctionner la sécurité. Que peut-on faire? J'ai une histoire assez simple. Les nœuds, mon ordinateur et l'ordinateur d'Amazon doivent mettre en place la responsabilité. La responsabilité, cela veut dire que vous pouvez punir la source d'une requête si elle était malveillante. La stratégie essentielle, c'est pour refuser des messages qui ne sont pas suffisamment responsables. Mon ordinateur ne devrait pas accepter des entrées de sources qui ne sont pas suffisamment responsables. La responsabilité, cela veut dire que vous pouvez punir la source du message. Cela ne veut pas dire nécessairement que vous pouvez les envoyer en prison. Peut-être une peine, peut-être les ostraciser socialement dans le contexte social. Il y a beaucoup de façons possibles pour infliger une punition. Pour prendre un exemple très concret, si vous voulez maîtriser les spams dans les emails, une façon directe consisterait à dire que les emails peuvent inclure des postes optionnels sous forme d'un lien vers un site de confiance tel que Microsoft ou Google, avec la propriété telle que si quelqu'un clique sur le lien, vous allez donner $1 à une œuvre charitable. Donc, si j'envoie un email à quelqu'un sans avoir déjà une relation personnelle, ils vont configurer leur email pour rejeter des emails provenant de toute personne avec qui ils n'ont pas une relation personnelle, à moins qu'il y ait ce poste optionnel. Et puis, s'ils regardent et disent que c'est du spam, ils cliquent sur le lien et cela va coûter à l'expéditeur $1. Voilà une façon simple de punition, très faible niveau, pas très cher. Il n'y a pas d'intérêt personnel pour cliquer sur le lien parce qu'ils ne reçoivent pas le $. C'est l'œuvre charitable qu'ils reçoivent. Mais c'est tout à fait valable en tant que punition pour gérer ce type de problème. Ce qui est essentiel dans cette façon de voir les choses, c'est que la confiance est toujours locale. Tous les nœuds dans un système doivent prendre ses propres décisions pour ce qui est de niveau de responsabilité à avoir. Pour que cela fonctionne, nous sommes très loin de l'avoir. On ne sait même pas comment déployer des emails signés. Un grand changement, des DNS signés, plus ou moins. On l'aura plus ou moins. On y réfléchit depuis 20 ans. Cela semble assez basique d'avoir une façon d'authentifier l'information quant à savoir quel site web correspond à google.com. On ne l'avait pas sur papier, mais ce n'était pas déployé. Et au bout de 20 ans, maintenant, c'est en train d'être déployé. C'est assez remarquable. Pour que cette responsabilité fonctionne, il faut avoir quelque chose de plus large. Il faut une façon pour que des centaines de milliers d'expéditeurs de devenir responsables. Et ceux qui reçoivent doivent pouvoir exprimer le niveau de responsabilité qu'ils exigent et des tiers et des intermédiaires entre le grand nombre d'expéditeurs et ceux qui reçoivent. C'est assez fascinant, mais je n'en parlerai plus. Parfois, on me demande quelle est la différence entre cette idée de responsabilité et le contrôle d'accès ordinaire. Et je pense que la réponse est qu'en principe, il n'y a pas de différence. La responsabilité dit simplement que je n'accorde de l'accès qu'à mon seul ordinateur ou à certaines parties, les personnes correspondant à ce niveau de responsabilité. Mais en pratique, c'est différent parce que la responsabilité, il s'agit de punir quelqu'un, pas de contrôler l'accès. Donc l'audit joue un rôle essentiel. Mais le contrôle d'accès, eh bien, n'est pas très fin, puisque les décisions fines, tout dépend de la traçabilité du journal d'audit et la possibilité de responsabilité à l'expéditeur après coup. Ce que l'on dit souvent quand on en parle, c'est qu'en est-il de la liberté sur l'Internet? Si je ne peux parler qu'à des sites qui sont responsables, je ne pourrais pas parler.
à des sites un peu plus douteux avec qui j'aimerais parler. Donc il faudrait, enfin, chaque personne ou société devrait diviser le monde en deux parties, vert et rouge. En vert, c'est plus sécurisé, plus responsable. En rouge, c'est moins sécurisé et moins responsable. Le rouge pour le danger, voilà. La notion est la suivante. Je mets les choses qui m'importent dans la partie verte de mon ordinateur et cette partie ne communique qu'avec des sources vertes. Pour les choses qui m'importent peu, je mets en rouge. Et à partir de rouge, je me sens libre de parler avec toute personne sur Internet. S'il y a un problème dans la partie rouge, c'est qui est le cas parce que je suis en train de parler avec des endroits très dangereux, je peux appuyer sur un bouton de reset, de remise à zéro. Donc, peu m'importe le fait qu'il y ait des problèmes sur la partie rouge parce que c'est facile d'effacer tout dégât. Et je n'y mets pas de secrets qui m'importent sur la partie rouge. Il y a deux aspects donc pour cette histoire de vert et de rouge, plutôt orthogonales, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, comment est-ce que l'utilisateur définit ce qui doit être en vert ou en rouge, et quel site sur l'Internet devrait être considéré comme étant vert. Et ensuite, la mécanique, comment est-ce qu'on sépare le vert du rouge? Dans le restant de mon cours, je parlerai surtout de l'aspect mécanique. Pour que cela fonctionne, la partie verte doit être gérée par des professionnels parce que l'utilisateur habituel n'est pas capable de prendre des décisions essentiellement quant à savoir quelles sont les parties de l'Internet qui sont raisonnablement sécurisées ou non. Et si on leur demande de faire de telles décisions, ils vont simplement cliquer sur OK et les choses ne seraient pas meilleures qu'elles ne sont aujourd'hui. Donc voici une image. En vert, les choses qui importent pour nous, seulement les sites de confiance. En rouge, tout le monde peut parler avec la partie rouge. Il y aura beaucoup plus d'attaques de ce côté, parce qu'il y a beaucoup plus de méchants de ce côté-ci. Mais peu nous importe, parce que ce qui est ici n'est pas très précieux, et on peut remettre à zéro quand on voudra. Entre les deux, nous avons une limite d'isolation, et j'en parlerai pendant le restant du temps qui m'est imparti pour comprendre comment fonctionne l'isolation d'une manière un peu plus abstraite que ce que Martin a présenté ce matin. Eh bien, pour parler de l'isolation, il faut d'abord un modèle pour la construction d'un système informatique. Il y a des environnements d'exécution qui exécutent des programmes. Il peut s'agir d'un process dans un système d'exploitation ou un domaine d'application dans Java ou une machine virtuelle .NET ou tout un ordinateur. Le domaine d'exécution, dans les cas les plus simples, il y a deux domaines d'exécution sur la même machine sous-jacente. Un système d'exploitation peut avoir la plupart des processus d'utilisateurs. Un VM Java peut contenir différents environnements. L'autre est aussi un environnement d'exécution en règle générale. Et ce qu'il fait, c'est qu'il les exécute un gestionnaire de ressources qui fournit les ressources nécessaires pour que ces personnes puissent faire leur travail. Tout est récursif. Si c'est un environnement, il y a son propre hôte. Et on descend jusqu'à ce qu'on arrive à du matériel physique. Donc, ici, nous avons la machine virtuelle Java, et ici, nous avons un process Windows, et là, nous avons le système d'exploitation Windows, et ici, un moniteur de machine virtuelle, et là, l'ordinateur physique. L'environnement d'exécution doit pouvoir communiquer l'un avec l'autre. Ici, on trouve en rouge la voie logique entre les deux environnements d'exécution. Physiquement, cette voie est implémentée en communiquant des messages auprès de l'autre
l'autre est donc la mise en œuvre, l'implémentation de la voie. Si les environnements d'exécution se trouvent dans des hôtes différentes, la voie logique entre les deux doit être mise en place par une voie se trouvant entre les deux hôtes. Donc cette personne parle avec cette hôte qui communique avec cette hôte qui communique encore avec le deuxième environnement d'exécution. S'il n'y a pas de canal direct entre les deux hôtes, on peut essayer de trouver une sorte d'intermédiaire et passer des messages à travers cet intermédiaire. Donc là, c'est plutôt abstrait, mais je pense que c'est assez exhaustif comme façon de voir les moyens de communication. Alors là, ça nous est important parce que on veut voir la responsabilité. Donc on veut savoir quand est-ce qu'on permet la communication et quand est-ce qu'on ne la permet pas. Alors maintenant, l'isolation. Donc X est isolé d'Y si Y ne peut pas corrompre X. Donc concrètement, s'il y a ces attaques de dépassement de tampons, etc., là, Y a accès à une shell sur X. Donc abstraitement, ça veut dire que X est en train de violer ses spécifications. Là, ce n'est pas le cas. Là, il n'y a pas quelqu'un au Kazakhstan, par exemple, qui peut mettre des commandes dans mon ordinateur. Donc là, ce n'est pas symétrique. Ça ne veut pas dire que Y est isolé d'X. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, il y a deux façons de faire. Donc, X peut tout faire sans violer X, mais sans corrompre. Mais bon, dans le monde réel, ce n'est pas très utile pour des gens qui utilisent X, parce que X, typiquement, c'est un système d'exploitation qui exécute une grande série d'applications. Donc voilà, il y a des dizaines de millions de lignes de code qui viennent de plusieurs sources, donc avec toute une série de soins, de prise sur la sécurité. Mais il y a des entrées qui vont faire que le tout va être corrompu. L'autre possibilité, c'est que vous êtes isolé. Votre hôte va limiter ce que vous voyez et vous allez voir uniquement des choses sûres. Donc ça veut dire des choses que vous pouvez gérer. Là, c'est les deux démarches, fondamentalement. Et on peut mieux comprendre ça si on pense à comment fonctionne une attaque. Donc là, X est isolé d'Y si Y ne peut pas corrompre X. Alors, comment est-ce que Y va faire pour essayer de corrompre X? Par exemple, on met une mauvaise entrée dans Y. Par exemple, on a, par exemple, un petit paquet bien construit, etc., pour faire ces dépassements de tampons. Et donc, X va être corrompu. Deuxième possibilité, l'hôte d'X a une certaine fonctionnalité qui n'est pas sûre. Là, on peut, par exemple, entrer dans l'hôte de l'extérieur, et comme ça, c'est l'hôte qui va corrompre X. Bon, l'hôte peut le faire parce que l'hôte donne tout l'environnement dans lequel X est en train de s'exécuter. Mais si l'hôte veut le faire, X peut violer ses spécifications. Si c'est la machine qui fait une mauvaise exécution, là, à ce moment-là, le programme ne va pas fonctionner comme il faut. Et la troisième possibilité, c'est qu'on peut corrompre l'hôte et on contrôle l'hôte. Et on sait que l'hôte contrôle X. Voilà les trois approches pour corrompre X. Bon, maintenant dans le détail. La chose la plus simple, c'est il y a une entrée, une mauvaise entrée directe sur un canal quelconque. Donc, X a fait trop confiance. Donc, il y a ces dépassements, etc. Donc, avec ces données qui sont injectées dans X. Ce sont des exemples dont il a parlé Martin tout à l'heure. Une variation, c'est une entrée indirecte, une mauvaise entrée indirecte. Il y a quelque chose de dangereux qui rentre, qui passe de Y à X à travers un service. Et là, il y a une combinaison de faire trop confiance aux entrées et il y a aussi des bugs dans le service. Alors, par exemple, Y écrit un fichier, X le lit, ou Y
corrompt tout simplement le service partagé. Donc un fichier parfaitement bon qui était stocké, c'est corrompu et ça devient dangereux. Deuxième possibilité, c'est Y utilise des fonctionnalités de l'hôte qui ne sont pas sûres. Par exemple, il y a des interfaces d'extensibilité ou de débogage chez l'hôte. Donc là, vous pouvez injecter des codes chez X. Et si le méchant peut accéder à ces services, à ces fonctionnalités de l'hôte, à ce moment-là, le méchant peut corrompre X. Troisième possibilité, corrompre l'hôte, on met des bugs chez l'hôte. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, je ne vais pas en rentrer dans le détail, mais c'est pour chacune de ces classes d'attaque, la cause peut être une erreur humaine. L'administrateur a mal configuré des choses, il y a des bugs dans le code, ou l'utilisateur a fait des mauvais choix en cliquant sur OK quand il ne fallait pas le faire, selon les experts de la sécurité, par exemple. Très souvent, ces erreurs humaines, en fait, c'est parce que la situation est tellement compliquée que ça dépasse l'être humain. Toute compréhension dépasse l'être humain. Donc, voilà des classes d'attaque. Que peut-on faire? Alors, le plus simple, c'est une entrée mauvaise. Donc, il y a une bonne défense, il n'y a aucun canal entre Y et X. Donc, une stratégie qui est très bien, très simple pour la sécurité de son ordinateur. On débranche tout, on débranche les cartes Wi-Fi. Maintenant, il n'y a aucune entrée dans l'ordinateur. Et c'est bon. Et c'est la stratégie utilisée par les services d'enseignement, par exemple. Il y a ces SAS, en fait. Par exemple, les ordinateurs de contrôle de la centrifugeuse en Iran, en fait, c'était déconnecté de l'Internet. Mais il y avait des moments où, par exemple, les gens ils prenaient un disque USB, voilà, comme ça, tout simplement, une clé USB, on mettait ça, c'était dans les machines, par exemple, qui étaient connectées à l'Internet. Donc voilà, par exemple, ils avaient communiqué avec Siemens qui avait construit les centrifugeuses. Ils prenaient leur clé USB, ils emmenaient ça d'une machine connectée à Internet. Ils emmenaient ça à une machine derrière le SAS. Là, vous avez fait un canal entre l'extérieur et l'intérieur. Vous avez fait un pont, une passerelle. Et bien sûr, il y avait de mauvaises choses sur la clé USB et donc c'est rentré sur des machines, entre guillemets, protégées et isolées. Donc il faut faire attention. Cette solution, en fait, ce n'est pas tout à fait acceptable parce que c'est vrai que les machines isolées, ça va être sûr. Mais je ne peux pas travailler. Donc typiquement, ça ne marche pas. Mais cette phrase, donc il y a un Y aussi, il y a le Y et le Z. Si vous pensez que Y, ce n'est pas un méchant, c'est bon, vous pouvez permettre des canaux. Deuxièmement, X peut gérer toutes les entrées d'Y. Donc s'il n'y a pas de mauvaise entrée, à ce moment-là, c'est bon. On va en parler après. Donc une entrée indirecte, mais il y a cet intermédiaire, le service. Et pour que la défense fonctionne, le service doit obéir à la politique d'isolation de l'hôte. Donc, par exemple, c'est soit l'hôte interdit d'avoir un canal entre X et Y, ou le service lui-même s'assure que si c'est décidé que Y ne parlera pas à X, ce ne sera pas possible à travers le service. Donc, le service va mettre en œuvre ces règles. Donc là, par exemple, si c'est un service de fichier, par exemple, ce qui est écrit par X ne sera pas lu par Y. Et donc, il faut isoler le service aussi d'Y, parce que sinon, on peut avoir des problèmes. Et la supposition, c'est que la politique de contrôle d'accès au service met en œuvre la politique d'isolation de l'hôte. Les fonctionnalités pas sûres, là, l'hôte interdit Y d'utiliser ces fonctions. Donc comme ça, la partie inconnue au Kazakhstan, par exemple, ne peut pas déboguer, par exemple.
ne peut pas déboguer avec les serveurs Amazon, par exemple. Troisième chose, corrompre l'hôte. Donc à ce moment-là, il faut corrompre, il faut isoler l'hôte d'Y. Donc par définition, Y ne va pas corrompre l'hôte. Alors, pour que ça fonctionne, il faut exprimer comment les deux communiquent. Il y a différentes façons de faire. Donc ici, par exemple, quelque chose qui est très simple. Chaque environnement a une étiquette. Chaque environnement d'exécution a une étiquette. Par exemple, on peut avoir rouge et vert. On a vu ça tout à l'heure. On peut avoir secret et top secret. Donc, dans des environnements d'exécution fiables, on peut avoir une seule étiquette. Mais si le client et le serveur n'ont pas d'étiquette compatible, là, on ne permet pas de canal. Quand est-ce que les étiquettes sont compatibles? Donc, par exemple, des choses identiques. Vert peut parler à vert, rouge à rouge. Il y a des paires d'étiquettes qui vont permettre le flux de messages dans un seul sens. Par exemple, top secret peut recevoir des messages de secret. Là, c'est bon. Donc, ça peut devenir plus secret. On peut avoir l'étiquette encore plus secret, quoi. Donc, quelqu'un d'intégré moyen peut envoyer quelque chose à quelqu'un qui est de peu d'intégrité. Donc la compatibilité est décidée par la politique. Maintenant, nous avons quelque chose de simple. Nous avons une petite série, un petit jeu d'étiquettes. Et il faut voir quels sont les flux permissibles. Alors, là, c'est très bien. Mais ce n'est pas très pratique parce qu'en fait, c'est trop conservateur. Là, ça va trop limiter la communication. Donc, pour que ça fonctionne, il faut avoir une autre idée. Et la deuxième idée, c'est que X peut mieux se défendre contre certaines entrées que d'autres. Il y en a qui font plus peur que d'autres. Donc, un exemple de quelque chose qui ne fait pas peur, qui n'est pas grave, c'est par exemple des fichiers texte à 8 octets par caractère. Donc là, un petit nombre de programmes sur X. Ce sont des choses qui ne sont pas complexes. Il n'y a pas de façon de les rendre, enfin de faire quelque chose de complexe en réponse avec ces 8 caractères. L'autre extrême, quelque chose qui fait vraiment très peur, c'est l'HTML non limité. Là, c'est interprété comme un programme de plusieurs millions de lignes. Il y a plein de fonctionnalités qui ont été rajoutées et les gens maintenant, les pages web génèrent des HTML, des choses qui sont assez moches, mais ça fonctionne et on pense plus à ça, à la fonctionnalité que à la sécurité. Donc on peut trouver un bug exploitable s'il y a un programme qui lit et qui interprète l'HTML sans limite. Donc quelque chose de base, c'est sûr, quelque chose HTML illimité, c'est pas sûr, mais entre les deux, il y a plein de choses. Donc une entrée à X est sûre si ça ne va pas corrompre X. Voilà, donc là c'est bon. X peut déclarer ce qui est sûr, par exemple, du .txt, c'est sûr. Y peut dire ce qu'il va sortir comme sortie, produire comme sortie. Et donc là, on peut avoir des décisions individuelles de compatibilité. Par exemple, X peut dire, je peux prendre du texte de rouge, je peux prendre tout d'Y. Et comme ça, des fichiers texte vont pouvoir aller de rouge vers le vert. Et on pense que c'est bon, parce que X peut gérer ça, peut gérer ces textes génériques. Mais rien d'autre ne peut passer de X à Y, selon cette spécification. Donc, X peut aller vers Y si Y a identifié les entrées comme étant sûres. H peut rajouter un filtre. Comme ça, on a la garantie que les seuls flux sera du texte. Là, ce serait tout à fait approprié. Si on ne fait pas confiance à Y de déclarer tout seul ce qui sort. Et le filtre peut faire plus de choses.
que tout simplement filtrer selon le type. Par exemple, le filtre peut prendre du HTML et peut enlever toutes les choses qui ne seraient pas comprises et transmettre du HTML simple à X. La conséquence, c'est qu'il y a certaines choses qui pourraient marcher très bien avant ce processus ne seront plus lisibles après dans cette version épurée. Donc la plupart du temps, ça va fonctionner, mais c'est beaucoup plus sûr de filtrer l'HTML. Alors, quel est le rapport? J'en ai parlé un tout petit peu avant. Quel est le rapport entre la politique d'isolation et la politique d'autorisation? Donc, l'autorisation, génériquement, va décider si, oui ou non, une demande d'un agent particulier a le droit de faire certaines choses. La politique d'isolation, c'est la politique d'autorisation, mais la politique de l'hôte. Ce n'est pas la même chose du générique, de politique de contrôle d'accès. C'est discrétionnaire. L'utilisateur peut décider. C'est interprété et mis en œuvre par le gestionnaire de ressources. Donc, il y a un code dans les 50 millions de lignes. Et son boulot, c'est de contrôler l'accès à des ressources. Donc, la politique d'isolation, ce n'est pas discrétionnaire, c'est imposé par l'hôte de façon rigide et stricte. Ça ne dépend pas de ce qui existe à l'intérieur d'X. C'est uniquement comment l'hôte va interpréter ça. Et donc, c'est beaucoup plus simple. C'est permettre, ne pas permettre la création de l'utilisation des canaux. Donc là, c'est vraiment une version très simplifiée de la politique de contrôle d'accès. Et c'est pour ça qu'on ne va sans doute pas avoir d'erreur, parce que c'est très simple. Et on a la même chose à chaque niveau de l'hébergement. Donc, que ce soit le JVM en haut, les processus des systèmes d'exploitation, etc., jusqu'au matériel. Donc, on va regarder quelques exemples concrets. Voilà un exemple très simple d'isolation. Donc, c'est basé sur une commutation. Donc, il y a un écran, un moniteur, et puis vous avez un commutateur. Vous parlez à vert ou au rouge. Vert pour travailler, rouge pour jouer. Et là, vous avez votre pare-feu qui sépare la partie verte de la partie rouge. Alors, c'est la commutation plus le pare-feu qui prend le rôle de l'hôte, en fait. Donc, on fait confiance à ça. Parce que le niveau d'exploitation, c'est deux machines physiquement séparées. La seule chose en commun, c'est le réseau et le commutateur. Alors, après, en termes de complexité, c'est isolation de VMM, de moniteur de machines virtuelles. Donc là j'ai trois machines virtuelles. Il y a la machine verte, le rouge, comme avant, la rouge comme avant. Et puis la plupart des systèmes VMM ont quelque chose qui est un système d'exploitation qui est fiable pour tout le monde. Tout le monde y fait confiance. Donc, je l'ai mis en bleu. Donc, le VMM fait une émulation de plusieurs machines physiques. Il y a des disques virtuels séparés pour chaque machine et il y a une communication sur le réseau virtuel. Donc, c'est une version virtualisée de ce qu'on avait avant. Mais on voit qu'il y a beaucoup plus de code parce que tout ça, ça doit fonctionner. Et tout ça, ça doit fonctionner aussi pour que les rouges et les verts soient isolés. Donc, la surface d'attaque, les opportunités. Quelles sont les opportunités d'attaquer le VMM? Et ici, il y a un desktop isolé. Comme ça, la machine rouge peut faire des choses sur l'écran. Et nous avons une virtualisation de l'appareil. Comme ça, on peut avoir accès au disque et au réseau. Et ce sont des surfaces d'attaque aussi, parce que là, ce code dangereux peut se répandre, peut attaquer le système. Une autre isolation, là, c'est les domaines d'application, appelez ça comme vous voulez, à l'intérieur d'un browser. Donc, ici, il y a
Il y a le noyau du système d'exploitation partagé, des processus d'administration, plein de choses partagées à l'intérieur d'un processus de browser. Il y a des domaines d'application pour un site vert, un site rouge. Ici, la surface d'attaque, c'est toutes les façons de faire des appels au runtime et aux bibliothèques du processus. Donc, ce système est utilisé assez fréquemment aujourd'hui. Et c'est peut-être la façon la plus sûre parce qu'il y a beaucoup de travail de fait dessus. Mais la surface d'attaque est assez importante. Il y a beaucoup de façons de permettre à ces gens de faire appel à des services. Donc, il y a une limite en termes de fonctionnalité qu'on peut mettre dans cette boîte avant que ça s'écroule sous son poids. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de surfaces d'attaque sur le transparent précédent sont disparues, mais on en a rajouté d'autres ici. Une autre possibilité, Martin en a parlé, c'est la défense en profondeur. Là, on utilise par exemple l'isolation de la machine virtuelle et l'isolation browser. Donc là, nous avons la même chose bleu, vert, rouge pour les machines virtuelles. À l'intérieur du système d'exploitation rouge, donc là, dans le système, dans la machine virtuelle rouge, nous avons cette partie-là en rouge clair parce que à l'intérieur du browser qui est déjà pas mal isolé, on met un sandbox JVM et donc de domaine bloqué. Donc là, le rouge foncé, là, vraiment pour faire des dégâts, il faut sortir là, traverser toutes ces frontières-là. Donc on espère que c'est plus difficile que tout simplement la difficulté de passer ici et de passer là, parce qu'il faut que les bugs soient alignés. Il ne suffit pas d'avoir un bug dans chaque endroit. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire, plus ou moins. Pour résumer, avec l'expérience, on voit que les choses ne sont pas terribles pour la sécurité et la vie privée. Pour améliorer des choses, il faut regarder les choses essentielles, pas dans tout ce qui est frivole, tout ce qui est rajouté. Donc, le seul slogan qui marche pour la sécurité, c'est KISS, Keep it simple, stupid. Donc, il y a l'idée de l'isolation qui peut traiter une partie. Et il y a deux avantages. Vous avez une politique simple. Là, je vous avais montré comment faire quelque chose de simple. L'idée des étiquettes, plus d'entrée sûre. Et aussi, vous avez une grande protection contre les bugs. Parce que les choses sont limitées. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut de l'isolation à chaque niveau, y compris au niveau de la machine physiquement. Donc, par exemple, des agences de renseignement, là, pour eux, un ordinateur, par exemple, va émettre de l'irradiation électromagnétique. Et on peut comprendre ce qui se passe à partir de tout ça. Donc, ce sont des choses qui deviennent de plus en plus commercialisées. Donc, il est de plus en plus possible d'acheter un appareil qui va faire ça au Kazakhstan. Avant, c'était uniquement des experts des gouvernements. Mais là, ça dépend de votre modèle de menace. Un autre exemple, c'est des gens, ils ont montré récemment que si vous trouvez un ordinateur, quelqu'un laisse leur portable dans un taxi, par exemple, mais c'est toujours allumé. Si vous rafraîchissez les chips, là, les données vont être conservées pendant des minutes ou des heures même. Donc, vous les refroidissez avec de l'air refroidi, par exemple. Vous les mettez dans le bon appareil. C'est facile à construire. Vous pouvez lire le contenu de la mémoire.
de cet ordinateur qui est en veille. Et vous pouvez faire plein de choses avec. Donc, si votre modèle de menace, ça comprend la perte d'ordinateurs portables qui seront retrouvés par des gens qui sont assez sophistiqués pour faire ça, il faut s'inquiéter. Et la dernière chose, c'est l'isolation. Là, c'est une histoire très abstraite. Il y a beaucoup de détails sur la vulnérabilité. Et Martine en a parlé. Et il y a plusieurs façons de voir ça. Donc, on va faire des choses dans le détail différemment. Si on essaie d'isoler une machine Java virtuelle plutôt que d'isoler un ordinateur physiquement. Et là-dessus, je m'arrête.